Au grand temple de l'Empire Aréitifas, un ordre urgent est mis pour faire avancer la prisonnière pour son jugement final. Liée par de lourdes chaînes cliquetantes, une jeune femme aux longs cheveux blancs est menée vers l'autel par 2 chevaliers imposants. Un tintement métallique soudain et aigu résonne, tandis que la prisonnière, connue sous le nom de destructrice criminelle Arei, se tient devant ses accusateurs. Sa robe déchirée, tachée de cramoisie, raconte l'histoire tragique de la 17e princesse de l'Empire qui est tombée en disgrâce. Enchaînée et silencieuse, la princesse Arei est accusée d'avoir comploté pour renverser l'empereur et défier son règne absolu. L'empereur Créta II observe avec une froide satisfaction, tandis que le grand prêtre présente la preuve légale requise pour sceller son destin. Arei est assise, petite et brise, au centre d'un immense cercle magique lumineux, prête à ce que son exécution commence. Meurtrie et en larmes, elle accueille la fin qui approche, espérant être enfin libre de sa longue et misérable vie. L'empereur la surplombe, lui demandant avec moquerie si son sacrifice pour protéger les rebelles valait vraiment sa vie. Il rit cruellement de son silence, se souvenant que le poison qu'il lui a donné lui a volé sa voix il y a longtemps. Il la nargue davantage, révélant que les compagnons qu'elle a tant lutté pour protéger ont déjà fui l'Empire. Un haletement soudain et douloureux lui échappe alors qu'il affirme que ceux qu'elle appelait amis ne l'ont jamais vraiment considérée comme l'une des leurs. Pour briser son esprit, il annonce que le commandant rebelle, Drak Monarnork, se verra accorder un titre impérial pour sa coopération. Se penchant avec un sourire sinistre, il explique que Drak deviendra grand-duc en récompense de sa mort. Les yeux d'Arei se remplissent de larmes de pur choc et de désespoir, alors que le poids de l'ultime trahison anéantit son espoir restant. Elle se souvient de son enfance en tant que fille indésirable de l'empereur, rejetée pour son sang de roturière et son manque de talent magique. Sa propre mère la haïssait, croyant que la naissance d'Arei était la raison pour laquelle son propre avenir lui avait été volé. Poussée par la folie, sa mère lui a fait avaler un poison mortel, lui volant sa voix tout en la traitant de démon. Maltraitée par ses propres parents et forcée de mendier de la nourriture, son seul réconfort était la gentillesse de la 4e princesse, Modai. Modai sourit chaleureusement, lui offrant le nom de Fleur afin qu'elle ait une belle identité. Quand ses véritables pouvoirs se sont enfin veillés, l'empereur la lie par une malédiction de sang inéluctable et la nomme destructrice Arei. Une terrifiante énergie rouge sang a éclaté autour d'elle, alors qu'on lui ordonnait d'offrir chaque goutte de sa vie pour le pouvoir de l'Empire. Poussée sur le champ de bataille alors qu'elle n'était qu'une enfant, elle fut forcée de survivre parmi les géants de la guerre. La petite Arei a lutté désespérément, tuant d'innombrables ennemis pour satisfaire la soif de conquête de son père. Elle a passé sa vie à errer à la frontière entre la vie et la mort, devenant une arme froide et efficace pour la couronne. Sa vie a brièvement scintillé de lumière lorsqu'elle a rencontré des compagnons comme Drak et Fox, qui lui ont donné une raison de continuer à vivre. Avec ses 4 compagnons, elle a enfin ressenti un sentiment d'appartenance dans un monde qu'il avait toujours rejeté. Ils ont combattu ses côtés et l'ont protégée, offrant un bouclier d'amitié contre la rudesse du champ de bataille. Ils ont partagé de simples moments de joie et d'attention, et pour la première fois, elle a commencé à espérer un avenir différent. Leur chaleur solaire a rempli son cœur, la faisant se sentir plus qu'un simple outil de destruction. Cet espoir se brise en 1000 morceaux lorsqu'elle réalise qu'au final, même eux ont choisi de la trahir pour leur propre profit. Enchaînée dans le présent, elle lève les yeux avec des larmes, se demandant si chaque moment de gentillesse qu'elle a vécu n'était qu'un mensonge. Résignée à un destin de solitude et de douleur, elle supplie l'univers de laisser sa misérable vie prendre enfin fin. L'empereur prépare son épée, lui disant que personne n'est de son côté et que son destin est de mourir seul. Il admet qu'il ne la laissera pas mourir facilement, ayant l'intention de s'emparer de l'immense pouvoir magique qu'elle a passé sa vie à obtenir. Lui attrapant les cheveux, il jette une horrible malédiction sur elle, jurant qu'elle renaîtra dans la famille royale pour le servir nouveau. Un bruit sourd, humide et écœurant retentit, tandis qu'il lui transperce la poitrine de son poignard, l'appelant avec moquerie sa fille bien-aimée alors qu'elle s'éteint.
Il promet de la retrouver dès qu'elle renaîtra, pour briser sa volonté et la transformer en son animal de compagnie parfait et sans esprit. Alors que le sang de sa vie se répand sur le cercle magique, son corps s'effondre sous le regard terrifiant et triomphant de l'empereur. Mourante dans les flammes du rituel, elle crie dans son esprit qu'elle n'a jamais rien fait de mal pour mériter cela. Entourée de feu et de sang, elle cherche la raison pour laquelle tous ont choisi de la haïr si complètement. Elle pleure une vie où elle n'a jamais pu résister à son destin, se sentant invisible pour un monde qui ne la voyait que comme une arme. Alors que les flammes consument son dernier fragment de conscience, elle s'accroche à l'espoir que la mort lui apportera enfin la paix. Le temps change alors qu'une paire de jumelles aux cheveux roux naissent chez un grand-duc, apportant une prétendue bénédiction à leur foyer. L'une des bébés ouvre les yeux et commence à pleurer, réalisant que la cruelle promesse de renaissance de l'empereur s'est réalisée. La douleur fantôme de sa gorge tranche brûle intensément, lui faisant réaliser que sa souffrance l'a suivie dans cette nouvelle vie. Son âme se sent brisée alors qu'elle revit l'agonie de sa mort, piégée dans le corps d'un nourrisson. Le bébé aux cheveux roux regarde avec des yeux mélancoliques et avertis, portant le poids du tourment de sa vie précédente. Dans l'ombre, la décision est prise de garder le jeune maître, tandis que la jeune demoiselle doit être emmenée. Les pas d'une servante font « tap, tap », tandis qu'elle se dépêche de franchir les grandes portes avec le bébé, et Areï craint d'être de nouveau rejetée. Blottie sous ses couvertures, la petite Elle s'inquiète que sa malédiction sanguine la ramène à l'empereur. Des larmes coulent sur le visage du bébé alors qu'elle implore l'univers de la laisser mourir plutôt que d'affronter son destin. La calèche s'arrête et une femme de chambre porte l'enfant vers un manoir imposant sous le ciel nocturne étoilé. Elle réalise avec choc qu'elle a été amenée à une résidence isolée au lieu du palais impérial. Un claquement sec retentit alors que la porte se ferme, laissant l'enfant confuse se demander si elle a été abandonnée. Soulagée d'être loin de l'empereur, elle craint toujours que sa douloureuse réincarnation n'était une terrible erreur. Une silhouette sombre plane au-dessus du lit, faisant se demander, elle, si ses ravisseurs sont déjà revenus pour elle. La femme de chambre offre un bol de liquide vert, et elle panique, craignant que sa gorge ne soit empoisonnée de nouveau. Des cauchemars du cruel empereur la hantent, alors qu'elle imagine que la femme de chambre la réduit au silence en son nom. Elle crie intérieurement que la femme s'arrête, terrifiée à l'idée d'être transformée en un outil sans voix une fois de plus. Soudain, les portes s'ouvrent en clats alors qu'une femme aux cheveux noirs crie l'autre femme de chambre d'arrêter ses actions. Elle voit une vision chatoyante de la gentille princesse Modaï, qui lui a jadis donné un beau nom. La femme de chambre insouciante balbutie une excuse la gouvernante, affirmant qu'elle voulait seulement nourrir l'enfant. Inspectant le bol, la gouvernante explique que ce n'est qu'une soupe trop cuite et dangereusement chaude pour un bébé. Elle réprimande la subordonnée pour avoir laissé la jeune demoiselle dans une pièce froide et sombre, sans lumière adéquate. La gouvernante ordonne qu'une nouvelle portion de nourriture soit préparée et refroidie à la bonne température immédiatement. Laisse seule avec l'enfant, la gouvernante aux cheveux noirs regarde elle avec une expression de pure tendresse. Remarquant les joues rouges du bébé, elle promet d'appliquer des médicaments et de la nettoyer après le long voyage. Entourée d'une aura florale, elle explique que le foyer est en plein chaos, cause de la naissance prématurée des jumeaux. Elle rassure elle, lui expliquant que ce séjour dans cette résidence séparée n'est qu'une mesure temporaire jusqu'à ce que le manoir se stabilise. Avec un sourire chaleureux, elle se présente comme la gouvernante et l'attentive dame de compagnie personnelle d'elle. Elle mentionne son devoir de rapporter chaque détail au grand-duc, faisant que l'enfant se sente étroitement surveillé. En la regardant, elle se demande si l'esprit doux de Modaï est réellement revenu pour la protéger. La femme de chambre est surprise par l'expression vive du bébé, se demandant si la petite fille comprend ses mots. Elle se fige d'alarme, réalisant qu'elle doit agir comme un nourrisson normal pour garder sa vie passée secrète. Charmée par la mignonnerie du bébé, la gouvernante décide qu'elle ne peut plus retenir son affection maternelle. Aïl est prise complètement au dépourvu alors que la femme la serre soudainement contre elle pour un baiser doux et aimant.
La gouvernante transmet un message d'amour de la grande-duchesse, laissant elle stupéfaite par la gentillesse. Confuse par cette chaleur inhabituelle, l'enfant se demande ce que cela signifie d'être vraiment choyé par les autres. La femme aux cheveux noirs veille sur sa protège avec une expression douce qui rayonne une sollicitude sincère et profonde. Elle annonce officiellement que le nom du bébé est L. Simonstus, un nom qui porte une belle signification, né de la forêt. Elle exprime que le grand-duc et la grande-duchesse souhaitent sincèrement à leur fille un avenir radieux. Berrant l'enfant blonde, elle l'encourage à grandir forte et sans souci au sein des murs du grand-duc. Elle réfléchit à son passé, où l'amour n'était qu'un mensonge et la vie un cycle de trahison. Reposant contre la poitrine de la femme de chambre, le bébé trouve le son rythmique de son battement de cœur étrangement réconfortant. Enveloppée dans une trainte protectrice, elle commence enfin à ressentir une paix qu'elle n'aurait jamais cru possible. Des voix nostalgiques de ses souvenirs résonnent dans son esprit, lui disant de ne plus craindre de recevoir de l'amour. Une main tendre se tend dans sa vision, promettant qu'elle allait renaître grâce au pouvoir des prières. Elle sombre dans un sommeil profond, espérant que les promesses d'une vie nouvelle et plus douce sont réellement la vérité. Le temps passe dans un flou brumeux, tandis que la femme de chambre dévouée continue de nourrir et de prendre soin du bébé qui grandit. Désormais, un nourrisson qui rampe, elle explore son environnement, tandis que sa gouvernante la regarde avec un sourire joyeux. Devenue une toute petite, elle passe ses journées tranquillement, concentrée lire un grand livre d'apparence ancienne. Elle commence marcher seule, expérimentant une vie parfaitement ordinaire, loin de ses luttes passées. La scène se déplace vers la magnifique résidence grand-ducale Simonstus, nichée au cœur d'une vallée verdoyante et luxuriante. Elle est assise sur une ballonnoire de jardin, regardant pensivement son livre, entouré de fleurs jaunes clattantes. Un doux soupir lui échappe alors qu'elle se lamente d'être confinée aux abords du manoir depuis 3 longues années. En regardant les fleurs, elle réalise que la famille Simonstus était celle qui avait exigé sa mort il y a longtemps. Assise seule dans le jardin, elle se demande pourquoi les dieux l'ont maudite renaître parmi ses ennemis. Une atmosphère oppressive s'installe alors qu'elle médite sur la cruelle ironie de sa nouvelle identité et de son emplacement. Une carte confirme qu'elle se trouve dans le lointain grand-duché de Simonstos, loin du foyer de sa vie antérieure. Dans l'empire Aléidiphas, elle médite sur la distance qui la sépare de ses parents, en tant que fille jumelle du grand-duc. Son frère, Iverson Simonstos, est présent comme un doux mage forestier au milieu d'un paysage floral vibrant. Malgré sa réputation de douceur, Aël se souvient de son père comme d'un homme à l'expression d'une froideur glaçante. Sa mère, la grande-duchesse Jane Simonstos, est une légendaire piste magique qui apparaît désormais frêle et mal aimée. Entourée de cadeaux de Molly, elle se demande pourquoi elle est revenue dans la maison du plus grand ennemi de son ancien empire. Alors qu'elle est assise pensivement sur une balançoire, les servantes colportent des ragots, la décrivant comme une enfant étrange et effrayante. Prisonnière du silence, elle déplore les rumeurs grandissantes concernant son confinement tout en comparant cette vie à la précédente. Des souvenirs traumatisants de sa vie passée refont surface, où des ombres se moquaient d'elle, la traitant de princesse inutile et répugnante. La protectrice chef des servantes, Molly, réprimande férocement une subordonnée pour avoir osé dire du mal de la jeune dame. Molly exige des excuses sincères, menaçant la servante bavarde de renvoi immédiat pour son comportement irrespectueux. Après avoir renvoyé les autres, Molly demande à elle si elle a retenu ses sentiments tout ce temps. Elle regarde son accompagnatrice dévouée avec une gratitude silencieuse, reconnaissante pour la rare protection qu'elle lui offre. Molly s'assit à côté de sa protégée parmi les marguerites, se demandant quelles inquiétudes pourraient bien tourmenter un si jeune enfant. Avec un sourire éclatant et encourageant, Molly annonce qu'aujourd'hui est un jour très important pour la maisonnée. Dans un salon de réception somptueusement décoré, un homme aux cheveux blonds est assis avec majesté, attendant l'arrivée de la jeune dame. Aile est saisie de choc et de panique en apprenant que son pré, Iverson, l'attend réellement. Molly prépare soigneusement elle pour la rencontre, lui rappelant de maintenir l'étiquette appropriée qu'on lui a récemment enseignée.
Les souvenirs de la cruauté de son père précédent la hantent, faisant de la perspective de rencontrer Iverson un véritable cauchemar. Les railleries de l'empereur aux cheveux blancs résonnent dans son esprit, lui rappelant une vie où elle n'avait aucun allié. Le capitaine Trey Queen annonce formellement l'arrivée de la princesse Elle et de la chef de servante Molly dans la salle de réception. S'accrochant son ticket, Elle entre dans la grande salle, sa petite silhouette tant clipsée par sa petite silhouette par le somptueux décor. Iverson est assis en face d'un médecin surpris, l'atmosphère de la pièce lourde de tension tacite et d'anticipation. Elle exécute une parfaite révérence, bien que ses yeux trahissent la peur profonde qu'elle ressent envers son nouveau père. Iverson fixe l'enfant d'un regard perçant, se demandant ouvertement si cette jeune fille est vraiment sa propre fille. Intimidée par ses yeux pérants, Al le trouve intelligent mais incroyablement difficile à aborder en ce moment tendu. Tremblant d'anxiété, l'enfant réalise que cet homme imposant est bien son père dans cette nouvelle vie. Al reste figée, tandis qu'une énergie sombre semble tourbillonner autour d'elle, déclenchée par la peur accablante du rejet. Iverson la regarde froidement, lui demandant si elle compte seulement lui offrir un simple salut après si longtemps. Des voix cruelles de son passé refont surface, la traitant de dégoûtante pour n'avoir pas offert une révérence royale appropriée. Les souvenirs d'avoir été pitinée et humiliée par l'empereur affluent, la faisant se sentir petite et insignifiante. Les bruits de la pluie qui tombe accompagnent les voix fantômes qui lui rappellent qu'elle n'est rien d'autre qu'un outil. Elle revit l'agonie de l'empereur crasant sa botte sur sa tête tout en exigeant qu'elle s'agenouille dans la boue. Le visage terrifiant de l'empereur se profile, menaçant, alors qu'il promet de punir tous ceux liés à son existence misérable. Elle se remémore la scène où sa mère précédente était retenue et menacée de mort par la couronne impitoyable. Les petites mains d'elle se serrent fortement alors que le poids de son traumatisme passé menace de consumer tout son être. Déterminée à protéger ceux qui l'entourent, elle résout de ne pas entraîner sa nouvelle famille dans son destin maudit. Elle voit la main d'Iverson se tendre et interprète mal son expression concentrée comme celle d'une colère pure et bouillonnante. Croyant que sa réincarnation n'a rien changé, elle tressaille de terreur, certaine que son père est sur le point de la frapper. Choquée par le contact inattendu, Aile se retrouve soudainement soulevée en l'air par les bras forts et fermes d'Iverson. Iverson la regarde avec un air doux qui contredit tout ce qu'elle croyait de sa nature froide. Elle est stupète par sa gentillesse soudaine, ayant l'impression que l'homme est d'une certaine manière capable de lire ses pensées. Hein? Iverson la surprend en demandant s'il est mal d'être gentil, confirmant qu'il peut effectivement lire dans ses pensées. Même si elle discerne ses mensonges potentiels, elle reste incapable d'exprimer ses véritables sentiments en voix haute. D'un toucher tendre, Iverson encadre le visage de sa fille, son expression rayonnant d'une chaleur qu'elle n'avait jamais anticipée. Il lui parle avec une douceur surprenante, promettant l'enfant que sa vie est loin d'être terminée. Entour d'une mer de lys blanc, le prêtre serre sa fille dans un rare moment de paix. Laisse seule un bref instant. Elle lève les yeux avec confusion, se demandant pourquoi il la quitterait. Iverson sourit gentiment, remarquant son amour pour la vue de l'observatoire et l'invitant s'y rendre avec lui. Debout en hauteur sur le balcon, Iverson admire le magnifique paysage, comprenant enfin pourquoi sa fille aime cette vue. Sentant que son nouveau prêt cache quelque chose, elle médite sur sa profonde intuition concernant la vraie nature de l'homme mystérieux. Iverson se tient noblement dans sa cape ornée, sa présence imposante mais silencieuse alors qu'il contemple pensivement l'horizon. Aile se demande ce que son père pourrait bien chercher, tandis qu'il lui demande quelle partie de la vue elle apprécie. Surprise par sa conscience soudaine, l'enfant blonde lève les yeux vers son père souriant depuis derrière la balustrade du balcon. Iverson pointe vers la forêt luxuriante et les montagnes imposantes, demandant sa fille si l'un ou l'autre paysage est sa vue préférée. Elle réfléchit à la façon dont sa réincarnation lui a offert une vue incroyable, l'attirant vers cet observatoire élevé pour observer au loin. Sa vision surhumaine lui permet de regarder au-delà des terrains de la résidence et de voir clairement la ville lointaine et animée. Elle se concentre sur la vitrine d'un magasin de jouets où un ours en peluche spécifique, auquel il manque un œil, est vendu à prix réduit. Elle se souvient qu'il y avait une paire de ces ours
qui étaient autrefois les articles les plus chers de tout le magasin. Créés par un maître artisan du duché d'Achour-Adin, les ours de luxe étaient autrefois la fierté de l'étalage. Les ours étaient particulièrement célèbres pour leurs yeux magnifiques, qui possédaient un éclat unique, semblable à une flamme, qui attirait l'attention de tous. Leurs yeux étaient fabriqués à partir de rares saphirs de cristal de dragon bleu, des fossiles magiques censés contenir l'essence d'anciens dragons. Des foules de clients curieux et d'enfants excités se rassemblaient, captivés par l'incroyable beauté des deux ours aux yeux de saphir. Le magasin est devenu dangereusement bon alors que de plus en plus de gens se pressaient pour voir les jouets, créant une atmosphère de chaos croissant. Dans la cohue, l'un des ours fut accidentellement renversé de son haut piédestal, tombant impuissant vers le sol. Un craquement net retentit lorsque l'ours touche le sol, et l'un de ses précieux yeux de cristal se brise instantanément. Le commerçant est furieux de l'accident. Pourtant, il se trouve incapable de blâmer une seule personne pour les dégâts. Il déplace l'ours intact hors de porte et marque contre-cœur celui qui est cassé pour une vente forte réduction. Malgré qu'il soit un chef-d'œuvre, personne ne veut acheter la marchandise endommagée, laissant l'ours borgne abandonné dans la vitrine. Aile ressent une connexion profonde et mélancolique à l'histoire de l'ours, voyant son propre esprit brisé reflété dans le jouet abandonné. Sous un ciel sombre et pluvieux, l'ours est assis seul dans la vitrine, soldé et oublié par le monde froid. Malgré ses défauts, l'ours observe les passants avec une expression fière et résiliente qui ne semble jamais faiblir ni s'estomper. Son unique œil de saphir scintille d'une lumière intérieure, brûlant comme une flamme stable qui refuse de s'éteindre. Elle réalise que l'ours est devenu un pilier de soutien pour elle, l'aidant à endurer sa propre existence brisée et incarnée. Envieuse du courage de l'ours, le regarder depuis l'observatoire est devenu le rituel quotidien essentiel d'elle pour trouver la force intérieure. Elle déplore que son incapacité à parler maintienne caché tout le paysage complexe de son cœur. L'air abattu, l'enfant blonde se demande comment elle pourra un jour exprimer ses vrais sentiments, elle qui est prisonnière du silence. Son père interrompt ses pensées solitaires, notant qu'elle est venue ici à la recherche de courage et de liberté. Elle est surprise lorsqu'une main se tend pour lui offrir une douce et rare caresse sur la tête. Iverson tend la main à sa fille et invite Aile le suivre, son expression s'adoucissant tandis qu'il parle. Avant qu'elle ne puisse assimiler le changement, elle se retrouve assise dans un grand carrosse, déjà en route vers la maison. Coiffe d'un chapeau floral, l'enfant regarde par la fenêtre, le cœur lourd d'inquiétude face à ce voyage soudain. Elle réfléchit à sa vie passée, où elle manquait même d'un seul bon souvenir de tout ce qu'elle aurait pu appeler chez soi. Elle se prépare à la possibilité d'être de nouveau abandonnée, serrant ses petites mains alors qu'elle se prépare au pire. Elle s'attend l'aversion et l'indifférence des autres, convaincue que personne ne se souciera vraiment de ce qui lui arrive. Se sentant petite et impuissante, la jeune fille se résigne au fait qu'elle est toujours ballottée par les autres. Iverson entre dans le carrosse et s'excuse pour l'attente, demandant sa fille s'ils sont prêts à commencer leur voyage. Il suggère qu'il est plus sûr pour elle de s'asseoir, bien qu'il comprenne son désir de regarder l'extérieur pendant le voyage. Il l'encourage, disant que le monde est plein de sites intéressants lors de sa toute première sortie. D'un regard doux mais ferme, le père blond promet à sa fille qu'il la protégera quoi qu'il arrive. Elle le fixe sous le choc, sa petite voix s'éteignant alors qu'elle tente de saisir son vœu de gentillesse inattendue. Un claquement sec et soudain retentit lorsque le carrosse démarre, surprenant la jeune fille alors qu'elle regarde par la fenêtre. Tandis que le carrosse traverse la ville, elle observe le monde défiler, se dirigeant vers un destin inconnu et incertain. Iverson reste silencieux, son expression indéchiffrable alors qu'il est assis en face de sa fille déconcertée pendant le paisible voyage. Elle aperçoit une femme aux cheveux blancs à travers la fenêtre, déclenchant un aperçu fugace et éthéré de sa mère légendaire, Jen. Un souvenir refait surface, de Jen aux cheveux blancs, se voyant offrir un cadeau par un subordonné blond masqué en uniforme sombre. Le souvenir paisible est brillé par des coups violents et des éclats de lumière, reflétant un passé rempli de conflits magiques sanglants. Jen montre avec une expression sombre au milieu du chaos de la bataille, son visage maculé du sang du combat. De retour dans le carrosse,
Iverson a l'air sombre et troublé, ses yeux transmettant une profondeur de douleur et de préoccupation cachée. Il se tourne vers elle, son expression sérieuse, alors qu'il annonce qu'il y a quelque chose d'important qu'il doit discuter. Al fixe intensément son père, ses grands yeux verts scrutant son visage à la recherche de toute intention cachée. Iverson tire le rideau de la fenêtre, révélant qu'ils sont arrivés devant un magasin de jouets, la grande surprise d'Ale. Ressentant une lourde perte, elle baisse les yeux et se prépare à dire adieu à la peluche. De sombres souvenirs d'abus passés refont surface, tandis qu'une figure sombre la tourmente, la traitant de nuisance inutile et de démon. Submergée par le traumatisme, l'enfant blonde se recroqueville dans la calèche, croyant qu'elle ne mérite rien et n'a aucun désir. Un grincement soudain retentit, tandis qu'Iverson ordonne la calèche de s'arrêter, surprenant la jeune fille alors qu'il s'immobilise. Iverson soulève Al dans les airs, lui disant qu'elle n'a besoin de rien d'autre et l'invitant à regarder avec lui. Blottie doucement parmi les fleurs, elle lève les yeux, tandis qu'Iverson s'identifie chaleureusement comme son père. Le commerçant accueille le duc dans son magasin, rempli de jouets colorés et d'un ours portant un chapeau. Elle remarque un magnifique ours aux 2 yeux bleus, notant à quel point cette chef-d'œuvre immaculée apparaît sublime sur son piédestal. Portant sa fille, Iverson passe devant des ranges de jouets, tandis qu'elle s'émerveille devant l'incroyable sélection à l'intérieur du magasin. Essayant de rester compose, elle se met en garde de ne pas trop regarder, craignant d'être perçue comme vulgaire. Iverson se tourne vers Al, lui demandant quel jouet elle trouve le meilleur parmi les nombreux articles intéressants exposés. Le père blond suggère d'acheter des cadeaux pour la mère d'Adèle et son factieux grand frère pendant qu'il parcourt le magasin. Confuse et submergée, elle se demande pourquoi il l'interroge sur les goûts de membres de sa famille qu'elle n'a jamais rencontrés. Iverson s'excuse. Un petit « ting » résonnant alors qu'il réalise qu'Al n'a en fait jamais rencontré sa mère ou son frère auparavant. Décidant de choisir les cadeaux lui-même, Iverson soulève elle et lui demande d'attendre un instant. Iverson demande au commerçant de tout lui montrer, tout en disant à Al qu'elle peut retourner la calèche si elle s'ennuie. Accompagné de la servante Molly, Iverson et le commerçant s'éloignent, laissant l'enfant blonde explorer seule. Elle traverse le magasin, ressentant un pincement au cœur à l'idée de ne plus jamais revoir l'ours. Elle aperçoit l'ours borgne assis dans la vitrine, sa présence l'attirant de l'autre côté de la pièce avec une urgence soudaine. Debout devant la vitrine, elle regarde le jouet et décide qu'elle n'a aucun regret concernant cette dernière rencontre. Al salue l'ours et le remercie, tendant une petite main pour toucher son visage doux et en peluche. Al touche doucement l'œil fissuré et manquant de l'ours, examinant les dégâts avec un regard de profonde sympathie. Elle se concentre sur l'œil de saphir restant, ressentant une étrange familiarité dans sa lumière tourbillonnante, semblable à une flamme. L'enfant serre fort la peluche, les yeux fermés, tandis qu'elle murmure un dernier adieu déchirant. Al souhaite que les souffrances de l'ours cessent et espère que quelqu'un finira par aimer et chérir le jouet abandonné. Elle encourage l'ours à rester fort et courageux, souhaitant que son unique œil de saphir brille pour toujours. Se détournant de la vitrine, Al essaie de se convaincre que laisser l'ours derrière elle est pour le mieux. Des fragments de souvenirs vacillent, tandis qu'Al réfléchit, à son cœur arraché par le destin. Pourtant, elle ne ressent aucun regret. Essuyant ses larmes, elle se dit qu'elle va bien juste au moment où une cloche sonne, signalant le retour de son père. Un clic sec retentit alors que quelqu'un approche, et elle s'essuie rapidement les yeux avec une ferme poigne sur ses manches. Les mains d'Iverson se tendent pour offrir un cadeau, surprenant elle qui lève les yeux dans une pure incrédulité. Le cadeau est révélé. C'est l'ours borgne dans une boîte fantaisie avec une note adressée à sa chère enfant. Elle réalise que l'ours immaculé a été pris plus tôt, mais son père a spécifiquement choisi celui-ci, spécial, pour elle. Tenant la boîte cadeau remplie de fleurs et l'ours borgne, Iverson sourit chaleureusement sa fille stupette. Des larmes montent aux yeux d'Al, tandis qu'elle demande si ce merveilleux cadeau est vraiment pour elle. Iverson présente l'ours elle, qui regarde le jouet avec une expression de pur et simple choc. Baissant les yeux avec un doux sourire,
Iverson reconnaît que l'ours a enduré de nombreuses expériences douloureuses. L'unique œil de saphir de l'ours luit d'une lumière bleue brillante et tourbillonnante, reflétant la force de son esprit. Elle se tient devant l'énorme jouet, tandis que Molly et le commerçant observent en arrière-plan avec son père. Tendant des mains tremblantes, l'enfant blonde se prépare enfin à réclamer l'ours qu'elle admirait si profondément. Submergée par l'émotion, elle couvre sa bouche, tandis que des larmes de joie coulent sur ses joues rougissantes. L'enfant enfouit son visage dans la fourrure douce de l'ours, pleurant alors qu'elle reçoit enfin le réconfort qu'elle désirait tant. Elle réfléchit à la façon dont elle et l'ours ont tous deux été abandonnés, mais ils peuvent enfin être heureux ensemble. Un petit frat retentit tandis qu'elle s'essuie les yeux, pendant qu'un avatar flottant aux cheveux violets loula fort. Iverson contemple sa fille avec un regard de profonde satisfaction, ravi de la voir enfin vraiment heureuse. Le côté pratique d'Ail refait surface, tandis qu'elle se demande si Iverson n'a pas été escroqué en payant le prix fort pour un article en promotion. Avec un regard espiègle, Iverson pique la joue d'Ail, tandis qu'elle le fixe avec des yeux écarquillés et confus. Iverson sourit tendrement, promettant sa fille bien-aimée qui lui donnerait tout au monde si elle le souhaitait. Iverson baisse les yeux vers elle avec un doux sourire, sa voix s'estompant tandis qu'il entame une conversation à cœur ouvert. S'accrochant son nouveau compagnon, elle trouve du réconfort dans la douce étreinte de l'ours pendant que son père parle. Iverson remarque le silence persistant d'Aïel, se demandant si elle s'interroge sur la raison pour laquelle elle a été élevée loin de leur résidence principale. Aïl regarde son père avec scepticisme, son cœur endurci par une agonie passée, malgré le cadeau significatif de l'ours. Cherchant une lueur d'espoir, l'enfant décide d'essayer de croire au désir sincère de son père de la chérir. Embrassant son premier ami, elle se prépare à affronter sa nouvelle vie avec les sentiments optimistes d'une enfant M. La nature pragmatique d'Aïl refait surface alors qu'elle calcule le coût exorbitant de l'ours, laissant Iverson complètement désemparé. Le carrosse se remplit de rire tandis qu'Iverson savoure la compagnie de sa fille, tandis qu'elle reste méfiante face son énergie espiègle. Des souvenirs narratifs décrivent Molly réprimandant un employé, sa sévère leçon couvrant tout, des lois fiscales à la moralité humaine fondamentale. Tandis qu'Iverson sourit radieusement, elle l'observe du coin de l'œil, concluant que le monde adulte est vraiment assez chaotique. Alors que le carrosse roule travers une vallée verdoyante et vibrante, Iverson supplie Ayla avec espièglerie de ne pas parler du cadeau son frère. La scène se déplace vers un château majestueux où les voix résonnent avec urgence, remettant en question la véracité d'un développement choquant. Un chevalier aux cheveux sombres délivre un message officiel, confirmant que le duc et sa fille arriveront bientôt chez eux. Une femme blonde aux cheveux longs se tient dans le couloir ensoleillé, les yeux brillants d'excitation alors qu'elle planifie un grand accueil. Sa joie est courte par une quinte de toux soudaine et violente qui la force à s'effondrer sur le sol. Le menton taché de sang, la femme fait taire les domestiques inquiètes, ordonnant l'arrêt de toutes les préparations pour le banquet. Le voyage continue travers les montagnes alors qu'un constant clac retentit, marquant la dernière étape de leur long périple. Iverson lit un livre voix haute, demandant Al si son intérêt pour les histoires était la raison pour laquelle elle avait choisi ce volume spécifique. Elle serre rapidement son ours dans ses bras et nie l'affirmation, son expression devenant sombre alors qu'elle se replie sur elle-même. En regardant l'échiquier, elle réfléchit à sa vie passée de batailles constantes, la contrastant avec la persévérance de son père. Malgré sa réticence, Aïe choisit de participer à la lecture pour éviter de décevoir l'humeur contagieuse et joyeuse de son père. Iverson lit l'histoire voix haute, sa présence chaleureuse et sa voix réconfortante surprenant elle alors qu'elle est nichée sur ses genoux. Écoutant attentivement, la jeune fille ressent un profond sentiment d'amour et de réconfort manant de la douce narration de son père. Un petit et beau souvenir refait surface de Jen aux cheveux blancs, lisant elle sous la canopée d'une forêt baignée de soleil. Chérissant un toc sec retentit alors qu'un garde annonce leur arrivée imminente au domaine. Iverson porte une aile surprise vers le grand manoir, son rire résonnant tandis que l'immense bâtiment se profile à l'horizon. En entrant dans le domaine, ils sont accueillis par le personnel,
Pourtant, elle perçoit une atmosphère insupportablement lourde et étrange à l'intérieur. Aile observe les postures rigides et les visages ombragés des servantes, réalisant que le comportement de chacun est étrangement déplacé. Tina Millard, la dame d'honneur, annonce d'un ton sombre que l'aggravation de la santé du grand-duc a contraint au report du banquet. Tina transmet un message direct du grand-duc, demandant la présence immédiate de Molly pour gérer plusieurs affaires officielles exigeantes. D'un signe de tête rapide, Molly accepte d'avancer, son visage montrant de l'inquiétude face à la gravité de la situation. Laisse seule avec son père, elle s'accroche à lui, les yeux carquils d'inquiétude alors que l'ambiance change encore plus. Tina donne un ordre froid, elle, de se reposer immédiatement et de s'abstenir de saluer le grand-duc avant d'être convoquée. Se convainquant que sa mère et le personnel ne l'aiment pas, les yeux d'Aël se remplissent de larmes de résignation silencieuse. Ombrage et silencieuse, les servantes se tiennent comme des statues, leur froide présence renforçant les sentiments d'elle de se sentir indésirable et seule. Iverson lui donne une douce tape sur la tête, insistant sur le fait que tout le monde est simplement préoccupé par l'inquiétude pour sa mère. Il assure Aile que sa mère l'aime profondément, affirmant que son absence n'est due qu'à sa mauvaise santé aujourd'hui. Douteuse de ses paroles, mais se sentant impuissante, elle lève les yeux vers son père avec un regard de chagrin silencieux. Un poids soudain et aigu s'échappe d'Iverson alors qu'il serre sa poitrine, son visage se tordant de douleur tandis que l'obscurité vacille. Une énorme pousse de mana vert clate d'Iverson, tourbillonnant violemment alors que sa magie commence à chapper tout contrôle. Des lianes pineuses jaillissent du sol autour de lui, et Iverson ordonne désespérément à Tina d'emmener elle en sécurité. Réagissant par un « oui » frantique, Tina prend l'enfant dans ses bras et se prépare à fuir le chaos magique et dangereux de la pièce. Tandis qu'elle est emportée, elle observe les lianes se refermer, convaincue qu'elle a une fois de plus abandonne. Effondrée parmi les lianes torsades et épineuses, Iverson réalise avec une expression sombre que son médicament stabilisateur a cessé d'agir. Un garde se précipite de ses côtés, tandis qu'Iverson déplore son incapacité à rester avec Aile, espérant qu'elle ira bien. Elle se retrouve dans une pièce calme et somptueuse, préparée spécifiquement pour elle, loin des foules dérangeantes du manoir. Tina informe Aile que ce sera sa nouvelle maison, avant de se retourner pour partir, son expression restant distante et professionnelle. Un lourd boom retentit alors que la porte se referme, laissant la petite fille blonde seule dans la vaste pièce silencieuse. Les souvenirs du champ de bataille reviennent, montrant la légendaire Jen aux cheveux blancs au sommet d'un dragon au milieu d'une mer de feu et de guerre. Enchaînée au poignet, la femme aux cheveux d'argent est assise dans l'isolement, réfléchissant à son éternel confinement sous surveillance. Une figure couronne et malveillante plane avec des yeux rouges lumineux, se moquant cruellement de la solitude et de la haine perçue qui l'entoure. La femme blonde, Modaï, fait un dernier adieu, ignorant les supplications désespérées de ceux qui la prient de rester. Les yeux bandés et souffrante, Harry serre une poigne macule de sang, tandis que quelqu'un lui crie d'arrêter la violence. Des souvenirs de compagnons blessés comme Haley défilent, tandis qu'Harry se demande pourquoi elle a été abandonnée par tous. Elle dort par intermittence. Une seule larme s'échappe, tandis qu'une bénédiction fantomatique de bonne fortune résonne dans ses rêves. Au milieu d'un champ ensoleillé, elle se remémore un moment fugace de bonheur passé lorsqu'elle a réussi à sauver tout le monde. L'homme aux cheveux noirs fait un dernier adieu à Rei, malgré les cris déchirants de « Ne pars pas » qui le suivent. Une main gantée se tend vers des silhouettes s'éloignant, désespérées d'obtenir une réponse à la raison de leur trahison. Seul, dans un vide toile, l'esprit de l'enfant proteste contre le fait d'être abandonné dans un monde qu'elle craint. Une femme aux cheveux chatoyants lit un enfant, tandis qu'une musique magique emplit la pièce paisible et ensoleillée. Un avatar aux cheveux violets flotte joyeusement au-dessus d'une fenêtre donnant sur une verdure luxuriante, annonçant une transition dans l'histoire. Se réveillant avec de grands yeux émeraudes, elle regarde autour d'elle dans sa chambre lumineuse, ressentant le poids persistant de ses rêves. Se frottant les yeux, l'enfant blonde s'assoit, se souvenant d'une mélodie nostalgique qui a bercé son sommeil la nuit dernière.
Elle baisse les yeux avec une expression sombre, certaine que la mélodie qu'elle a entendue était réelle et significative. Elle réalise que la mélodie était une berceuse de sa vie passée, chantée par des compagnons bien-aimés dans une forêt paisible. Blottie sous ses couvertures, elle se sent piégée en territoire ennemi, tandis que son esprit reste ancré à son passé. La femme de chambre en chef, aux cheveux sombres, Molly, ouvre la porte et vérifie doucement si la jeune demoiselle s'est enfin réveillée. Entourée de fleurs panouies, Molly prend l'enfant en pleurs, lui offrant la chaleur d'une treinte bien nécessaire. Elle s'accroche l'épaule de la femme de chambre, soulagée que Molly soit effectivement revenue pour elle, au lieu de la laisser seule. Molly caresse les cheveux d'Aïl, s'excusant de l'abandon temporaire et promettant de ne plus jamais la quitter. Tenant l'enfant blonde contre elle, Molly lui offre un sentiment de sécurité, son doux sourire apaisant les peurs profondes de la fillette. Au loin, une femme aux cheveux longs en robe jaune se détourne, sa silhouette s'éloignant dans le long couloir. Un « whoosh » retentit alors que la femme blonde s'éloigne précipitamment, couvrant son visage dans une crise de détresse soudaine. Molly observe d'un regard ferme, tandis que l'avatar aux cheveux violets, tout près, se blottit protecteur avec sa propre peluche. Elle s'admire dans un miroir doré, apprenant que ses beaux nouveaux vêtements étaient un cadeau de son père. Molly suggère une promenade dans le jardin, espérant que la lumière du soleil égayera l'humeur hésitante de la jeune fille. Au lieu de sortir, elle se précipite vers son chevet pour récupérer un livre massif et orné qu'elle chérit. Tenant le lourd volume en l'air, l'enfant surprend Molly, qui lui demande si elle a l'intention de passer la journée à lire. Molly se penche avec un doux sourire, encourageant elle à mettre le livre de côté et à explorer le domaine. Elle hésite. Le souvenir du personnel froid et critique du domaine la rend méfiante à l'idée de sortir de sa chambre. Serrant son livre, l'enfant avoue sa peur que tout le monde la déteste et la traite avec cruauté. Des visions douloureuses d'être intimidée et rejetée refont surface, alimentant la réticence d'Aël à affronter le monde au-delà de sa porte. Cherchant l'attirer, Molly mentionne un champ caché de camomille, sachant que l'enfant a une affinité pour elle. Les yeux d'elle se carquillent d'une excitation soudaine et brillante alors qu'elle réalise que ses fleurs préférées pourraient finalement être proches. Elles commencent leur voyage travers le vaste domaine, marchant le long d'un sentier qui mène vers les lointaines montagnes vertes. Elle lève les yeux avec méfiance, se demandant si Molly ne fait que la tromper, puisque le champ promis reste hors de vue. Molly explique la longue distance parcourir juste au moment où deux autres femmes de chambre portant des paniers de linge s'approchent d'elle dans le jardin. Sentant quelqu'un à proximité, Molly regarde par-dessus son épaule, tandis que l'enfant blonde se cache timidement derrière la robe sombre de la femme de chambre. Le personnel de passage s'incline respectueusement devant Molly, qui les renvoie avec un ordre calme et autoritaire de continuer. En jetant un coup d'œil, elle remarque que l'atmosphère oppressive du domaine semble disparaître chaque fois que Molly est présente et aux commandes. Molly prend l'enfant dans ses bras et propose un raccourci, invoquant un cercle magique bleu brillant en dessous. Du mana tourbillonnant les enveloppes tandis qu'elle se souvient soudain que Molly est une puissante utilisatrice de magie, pas seulement une femme de chambre. Elles sont emportées dans un clair de lumière, arrivant instantanément une prairie grouillante de fleurs de camomille blanche. Molly se tient au centre du vaste champ ensoleillé, remplissant enfin sa promesse à la fillette blonde merveille. Contemplant l'arbre imposant et les fleurs infinies, Aïl est complètement hypnotisée par la beauté écrasante de la prairie. L'odeur nostalgique et la lumière scintillante déclenchent de profondes émotions chez elle, alors qu'elle est assise au milieu des marguerites en fleurs. Un souvenir de Modaï assise dans un champ similaire avec une jeune fille traverse l'esprit d'elle, faisant le pont entre ses vies. Elle se souvient d'un chevalier aux cheveux bruns offrant une fleur une femme aux cheveux blancs, un fragment de joie perdu depuis longtemps. De retour au présent, Aïl pousse un léger soupir, la beauté du chant contrastant avec ses pensées compliquées. Molly suggère, elle, d'offrir une prière à Lord Kana, le maître de la forêt, pour obtenir une guidance divine. Pointant du doigt une statue ailée, Molly explique que le dieu de la fortune exauce tout vœu formulé avec un cœur sincère. Tandis qu'elle se tient dans le champ de fleurs, l'histoire de la création du monde par la déesse Tia est racontée.
La statue de pierre représente un noble chevalier qui fut l'oracle et le maître du luxuriant royaume forestier. Aïl prie fervemment, souhaitant la santé de sa mère et la joie de son père, malgré le sentiment d'être maudite par son passé. L'enfant blonde imagine son frère, Iverson, espérant que son amour profond pour elle lui apporte un vrai bonheur. Elle offre une prière pour sa mère, Jen, souhaitant son prompt rétablissement de la maladie causée par l'accouchement. Les pensées intérieures d'Aël révèlent son désir altruiste de s'assurer que personne ne souffre ou ne reste malheureux à cause de son existence. En larmes, la jeune fille espère que sa propre présence apportera finalement le bonheur à ceux qui l'entourent. Une main douce se pose sur la tête d'Aïl, tandis qu'une voix la rassure en lui disant que la déesse a entendu son vœu. Souriant chaleureusement, Iverson joue le rôle de la divinité, promettant d'exaucer personnellement tous les vœux sincères de sa fille. Iverson poursuit sa joyeuse mascarade, disant à elle que la déesse et toutes les créatures de la forêt l'aiment tendrement. Levant les yeux vers la statue silencieuse, elle ressent une vague de réconfort, mais reste sceptique quant à l'intervention divine. Aïe trouve la réapparition soudaine de son père suspecte, notant que son habitude de disparaître et de revenir le rend peu digne de confiance. Iverson incline la tête en s'excusant sincèrement, reconnaissant qu'il ne peut pas reprocher Aïl d'être en colère contre lui. Assis parmi les marguerites, l'homme blond exprime de profonds regrets pour avoir manqué ses promesses envers sa fille. Aïl lève les yeux vers le vaste ciel bleu, traitant en silence le poids des excuses répétées et humbles de son père. L'enfant blonde informe sans détour son père que s'il voulait vraiment s'excuser, il n'aurait pas dû disparaître d'abord. Iverson explique qu'il a perdu le contrôle de sa magie suite à une blessure d'enfance et qu'il a simplement oublié de prendre ses médicaments. Il révèle que son apparence devient terrifiante lorsque sa magie devient incontrôlable. Alors il est parti pour éviter de l'effrayer. Toujours entouré de fleurs, l'homme blond implore le pardon d'elle pour son manque d'explication adéquate plus tôt. Elle réfléchit à la douleur atroce de perdre le contrôle de la magie. Son expression s'adoucit à mesure qu'elle ressent de la sympathie pour lui. Iverson attribue sa guérison aux prières d'Aïl, notant que les dieux semblent le protéger à travers sa foi. Aïl admet qu'elle est contente de le voir, mais reste confuse par le changement soudain de son comportement aujourd'hui. L'homme blond pose une main réconfortante sur la tête d'Aïl, partageant un moment calme et affectueux dans la prairie ensoleillée. Iverson mentionne que Molly a préparé du thé dans une cabane voisine et invite Aïl à le rejoindre pour des rafraîchissements. Tendant la main, Iverson demande à sa fille s'ils devraient marcher ensemble vers le gotê dans le champ de fleurs. Sans un mot, elle se retourne. Elle se retourne et s'éloigne à travers le champ de marguerites blanches, laissant son père derrière un instant. Iverson observe depuis l'herbe la petite fille courir devant, sa robe blanche flottant sous le soleil éclatant. Le père et la fille traversent les collines verdoyantes du domaine, entourés d'une mer de fleurs épanouies. Molly les accueille dans un élégant pavillon extérieur, annonçant que du thé et des douceurs ont été préparés pour leur plaisir. Tandis qu'ils s'asseyent table, Iverson demande à Al quoi elle aimerait jouer pendant leur après-midi ensemble. Elle envisage plusieurs activités comme les échecs ou le dessin, mais se sent dépassée et incapable de choisir une seule chose. Avec enthousiasme, Iverson suggère d'utiliser la divination florale pour demander au dieu de la forêt une recommandation sur quoi faire. Elle semble surprise et hésitante, admettant qu'elle veut en fait juste retourner lire ses livres préférés. Iverson promet de l'emmener à la grande bibliothèque plus tard, s'ils ont le temps après avoir essayé son nouveau jeu. Tapant dans ses mains, le duc signale le début d'une fête de thé des poupées spéciale, tandis que le personnel du manoir se rassemble. Aïl reconnaît les gardes et les domestiques de la veille, notant qu'ils ont l'air beaucoup moins effrayants dans ce cadre. Regardant prudemment de son siège, la jeune fille blonde observe le personnel s'assembler avec un mélange de curiosité et d'émerveillement. Iverson s'agenouille secret, expliquant que le groupe s'est réuni pour partager leurs sentiments collectifs et leur amour pour elle. Un spectacle de marionnettes commence, racontant une ancienne histoire de 4 amis qui vivaient autrefois heureux ensemble dans la forêt. La pièce met en scène des esprits animaux protégés par une princesse lapine jusqu'à l'apparition soudaine d'un terrifiant roi démon. Pour protéger ses compagnons, la courageuse princesse lapine a combattu seule le méchant, mais a finalement été engloutie par ses ténèbres. Le roi démon a jeté une cruelle malédiction,
mentant à la princesse en lui disant que ses amis l'avaient trahi et abandonné. Serrant son ours en peluche, elle regarde le spectacle de marionnettes mouvant, trouvant que l'atmosphère pesante de l'histoire lui rend la respiration difficile. La pièce révèle que la princesse avait semé des graines de bravoure dans le cœur de ses amis avant sa capture par le roi. Les 3 amis animaux recherchent le plus fort chevalier ours, incarné par elle et son jouet, pour gagner en force. Molly invite avec enthousiasme Elle rejoindre la performance, tandis que la petite fille se demande quel est son rôle. Iverson, agissant en tant que dieu de la forêt, déclare qu'il accordera tout son pouvoir aux amis pour sauver la princesse. Il exhorte le groupe porter sa force, tandis que l'ours en peluche d'elle semble briller de sa bénédiction divine. Des héros animés, un chat, un loup et une souche, brandissent de minuscules armes tout en se ralliant pour sauver une princesse. La jeune fille, elle, regarde avec de grands yeux verts pétillants tandis qu'elle écoute l'histoire de son père avant de dormir. Dans le final du livre d'histoire, les 3 braves compagnons sauvent avec succès une princesse lapin royale des ténèbres environnantes. Le roi démon vaincu concède sa défaite, tandis que le conte se termine avec les héros vivant heureux aux côtés de la princesse lapin. Iverson lui demande si elle a apprécié l'histoire, tandis qu'Ail se demande si cette gentillesse est un rêve comparé à hier. Serrant un grand ours en peluche coiffé d'un chapeau doré, Ail trouve l'atmosphère actuelle, douce, étonnamment chaleureuse et réconfortante. Iverson explique qu'il a passé beaucoup de temps à préparer son arrivée et s'excuse de son manque d'attention d'hier. Il présente Tina, la gouvernante, qui a servi fidèlement la maison ducale depuis l'époque de son grand-père. Tina explique que la récente attaque magique du duc était la raison de leur séparation soudaine pour assurer la sécurité d'Ail. Elle serre son ours en peluche, absorbant la vérité que la distance du personnel était en fait un signe de protection. Ajustant ses lunettes, Tina assure chaleureusement la jeune femme que tout le monde dans le domaine l'aime et l'accueille sincèrement. Entourée du personnel s'inclinant et de la présence attentive d'Iverson, l'enfant blonde lève les yeux avec un sentiment d'appartenance renouvelé. Iverson se tient grand et royal, veillant sur sa fille qui s'appuie contre lui avec son compagnon en peluche. Molly offre un doux sourire au duc blond, soulage que les malentendus initiaux avec elle se dissipent enfin. Un « hop » soudain et joyeux retentit alors qu'Iverson soulève elle, suggérant avec enthousiasme une partie de pêche. Alors qu'il se déplace, elle sent une présence mystérieuse, une femme blonde en jaune les observant derrière un arbre. Ils arrivent à la rivière où les gardes présentent un vaste éventail de cannes à pêche pour assurer le choix parfait. Une servante offre des boissons rafraîchissantes au groupe, veillant à ce qu'elles restent confortables et hydratées durant leur excursion en plein air. La jeune fille se sent dépassée par l'enthousiasme du personnel alors qu'il présente une grande variété de collations faites maison. Tina expose divers récipients pour la pêche, expliquant qu'ils peuvent garder les poissons comme animaux de compagnie ou les manger. Étouffée par l'attention intense du personnel, elle commence à souhaiter pouvoir simplement plonger seule dans la rivière tranquille. Reconnaissant la fatigue croissante de sa fille, Iverson renvoie la foule impatiente, ne laissant que Molly leur côté. Le personnel s'incline et repart avec la promesse polie d'aider plus tard, laissant elle soupirer un petit merci. Assise avec sa canne, Al réfléchit à sa vie passée, trouvant l'enthousiasme du personnel plus fatigant que de commander des armes. En regardant son reflet dans l'eau, l'enfant aspire à un endroit calme où elle pourra enfin être seule. Iverson se penche pour l'aider à lancer la ligne, ignorant que l'esprit d'Ail est loin de leur partie de pêche. Lorsqu'on lui demande si elle n'aime pas ce sport, Ail réalise que son vrai dédain est pour les poissons eux-mêmes et leurs souvenirs. Plonge dans ses pensées, elle se souvient que chaque souvenir impliquant des poissons de sa vie passe était rempli de misère. Un douloureux flashback la montre. Enfant aux cheveux argent, forcé par des hommes cruels, pêchés dans l'eau glace. Elle se souvient s'être effondrée sur une plage à côté d'une prise géante, sa haine du poisson enracinée dans des années de souffrance. Iverson raconte une histoire amusante à propos de la mère d'Allen, Jen, qui a un jour tenté d'attraper un poisson avec son épée. Il lui dit que le monde est rempli d'émerveillements quand on le partage avec des êtres chers, même pendant les moments les plus ennuyeux. Iverson la regarde avec un regard doux et plein d'attente, espérant que sa fille comprend le message d'amour qu'il partage.
Elle reste silencieuse, se remémorant ses anciens compagnons et comment toutes ses pensées d'espoir se sont jadis terminées par une destruction complète et ardente. Un claquement sec retentit alors Kale laisse tomber sa canne, submergée par le chagrin de son passé et son épuisement actuel. Alors qu'elle essaie de s'éloigner, un « saisis » soudain retentit alors qu'Iverson lui prend la main, lui demandant où elle va. Pousse-bout, elle lui crie de la lâcher, son visage tordu par un rare clair de colère. Voyant sa détresse, Iverson se demande si elle est vraiment en colère, tandis qu'elle regrette de lui avoir montré ses émotions si ouvertement. Un « up » soudain et joyeux retentit alors qu'Iverson la soulève haut, choisissant de réagir avec espiglerie plutôt qu'avec une punition sévère. Le duc serre sa fille contre lui et dépose un tendre baiser sur son front, effaçant sa colère par l'affection. Perplexe face à cette chaleur soudaine, elle écoute Iverson déclarer qu'elle est entièrement libre de faire ce qu'elle veut. Il lui assure que quoi qu'elle pense ou choisisse de faire, elle a la liberté du domaine. Iverson remarque qu'elle s'est retenue trop longtemps, insistant sur le fait que même dire non est son droit. Il exprime un vrai bonheur de l'avoir exprimé ses sentiments, considérant son explosion comme un signe de merveilleux progrès émotionnel. Riant en la faisant tourner, Iverson lâche un joueur et plaisante en disant qu'il pourrait avoir besoin de médicaments pour avoir agi bêtement. Elle regarde en arrière vers la lisière des arbres, certaine que l'étrange regard persistant de la femme blonde observe toujours. Cache parmi les feuilles, la femme mystérieuse à la robe jaune continue d'observer le père et la fille heureux. Iverson et Molly se tiennent ensemble, confiant que la forte présence de garde rend le domaine grand-ducal parfaitement sûr. Un éclatant « Wow !» résonne dans l'air alors que la scène se déplace vers une nouvelle et époustouflante partie de la maison. Isle et Iverson se tiennent sur un haut balcon, surplombant une magnifique bibliothèque baignée de soleil qui s'étend sur plusieurs étages. Iverson et Al descendent dans l'immense bibliothèque. Ils remarquent l'impressionnante collection, tandis qu'Al se remord son passé. En repensant sa vie passe, elle trouve les livres touchants précieux car ils contiennent des pensées silencieuses qu'elle a jadis lutté pour apprendre. Iverson lui offre un accès complet à la bibliothèque quand elle le souhaite, laissant l'enfant surprise serrer son volume choisi. Un soudain et vif « Halt !» retentit, alors que son père l'avertit que dormir parmi les livres froids pourrait la rendre malade. Il part préparer un repas, mentionnant que la bibliothèque est restreinte pour assurer sa sécurité absolue au sein du domaine. Contemplant les ranges infinies, elle admet qu'elle n'a pas de livre préféré spécifique malgré son profond amour pour la lecture. L'enfant réalise qu'elle doit trouver des informations spécifiques immédiatement, son attention se tournant vers le poids de sa situation actuelle. S'aventurant plus loin, elle cherche la vérité sur sa malédiction sanguine et la raison de sa renaissance dans cette nation ennemie. La frustration s'installe alors qu'Aïl ne trouve aucun registre sur la réincarnation ou la malédiction, même au sein d'une collection aussi vaste. Regardant vers le haut, elle se demande si le savoir interdit qu'elle cherche est dissimulé sur les étagères les plus hautes et inaccessibles de la bibliothèque. Un soudain et vif effort retentit alors que l'enfant détermine tente de grimper une haute échelle pour atteindre les niveaux supérieurs. Son pied glisse, envoyant la jeune fille blonde tomber en arrière de la haute étagère vers le sol de la bibliothèque. Iverson la rattrape en plein vol, la tenant fermement contre lui pour prévenir ce qui aurait été une chute très dangereuse. Souriant doucement, Iverson note la chance qu'il a eue de revenir juste à temps pour la sauver de son imprudence. Soulagé que son père ne soit pas en colère, Aïl commence à comprendre qu'il est réellement préoccupé par son bien-être. Iverson examine son choix de lecture, suggérant que certaines histoires pourraient être inappropriées tant qu'elle ne sera pas un peu plus âgée. Il explique que les livres sur la réincarnation ou la malédiction sanguine sont manquants car ils ont été entièrement détruits par l'Empire. Iverson révèle que l'Empire a confisqué tous les registres sur ces sujets il y a longtemps pour contrôler l'information à travers les duchés. Des flashbacks montrent des soldats impériaux brûlant des livres et harcelant la famille tandis que la mère d'Aïl était encore enceinte d'elle. Un volume magique brûle dans la cheminée, tandis qu'Iverson raconte l'enquête acharnée de l'Empire dans chaque bibliothèque du pays. Des soldats ont saisi des bébés-filles, recherchant quiconque né cette année-là, et ont même envoyé un émissaire pendant le travail de la duchesse. La duchesse fut agressée et harcelée,
entraînant une naissance prématurée dont l'Empire avait l'intention de profiter immédiatement. Entre les missions de soumission de monstres et un travail chaotique, Iverson perdit le contrôle de sa magie, affaiblissant davantage les défenses du duc. Pour la protéger, ils annoncèrent la naissance d'un fils, les forçant à cacher l'existence d'Ail pendant 2 longues années. Iverson décrit son chagrin quotidien alors qu'il livrait secrètement des provisions à sa fille cachée sous une surveillance impériale constante. Ail réalise que la purge des registres et des enfants par l'Empire était un effort ciblé pour la trouver et la capturer spécifiquement. Une vision de son passe ensanglant apparaît, alors que le cruel empereur se moque de sa ligne royale Aleitifus et de son destin. L'enfant craint d'être une personne de mauvais augure, redoutant que son absence de sang impérial n'apporte le désastre à ceux qu'elle aime. Elle ressent une lourde vague de culpabilité d'avoir transmis son malheur à ses parents, qui ont beaucoup souffert pour elle. Iverson lui prend le visage, la rassurant fermement qu'elle est leur fille précieuse et aimée, et non une cause de souffrance. Déterminé à la protéger, le duc s'apprête à partager des nouvelles cruciales sur le paysage politique changeant de l'Empire. Il garantit sa sécurité, expliquant que le duc a enfin retrouvé sa force et son unité après des années de dissimulation. Essuyant une larme de son œil, Iverson exprime l'espoir d'une future guérison pour sa maladie et son état. Il révèle la mort de l'empereur Greta II, l'homme responsable de l'obsession d'enlever des jeunes filles comme elle. Iverson explique que les factions se battant pour le trône ont accepté d'arrêter les actes provocateurs, comme l'enlèvement de filles, pour l'instant. Il l'assure qu'il n'y a pas lieu de craindre, car des ducs montants, comme Simonstus, ont déclaré qu'ils combattraient l'Empire. Elle lève les yeux, grands et pleins d'espoir, hypnotisée par la possibilité d'un avenir plus sûr décrit par son père. Lui tenant les mains, Iverson avoue quel point il détestait être séparé d'elle ne serait-ce qu'une seconde. Il la soulève, mentionnant que sa mère, la grande-duchesse, attend avec impatience d'annoncer son existence à tous. Des sentiments compliqués remplissent elle alors qu'elle équilibre son bonheur d'être aimée avec la tristesse indicible de son passé. Hantée par les visions de sa malédiction, elle se demande si elle est vraiment libre ou si sa présence nuira aux autres. En repensant aux 2 derniers jours, l'enfant décide qu'elle peut enfin faire un peu confiance à son père. Elle envisage de l'interroger sur la malédiction, mais de sombres souvenirs de sang et de souffrance la font hésiter en silence. Iverson met un doigt doux sur ses lèvres pour faire taire ses questions, admettant qu'il est trop fatigué pour parler davantage aujourd'hui. Il porte la jeune fille pensive hors de la bibliothèque, la scène se déplaçant vers un moment plus paisible dans le domaine. En marchant, il l'encourage à bien manger et promet de discuter des secrets restants à un autre moment. Assise une vaste table mangée, elle est servie par une femme de chambre qui remarque son expression très sombre. Submergée par la quantité excessive de nourriture, elle écoute la femme de chambre insister fermement pour qu'elle mange tout ce qui lui a été servi. Sentant un regard pour la 3e fois, elle s'enfuit soudainement de son repas, certaine qu'une femme l'observe. Un soudain et vif « trébuche !» retentit alors que la jeune fille blonde trébuche en essayant désespérément de rattraper la silhouette s'enfuyant à travers les buissons. Un « oups » soudain et aigu retentit alors que l'enfant blonde trébuche en essayant désespérément d'attraper la silhouette qui s'enfuit à travers les buissons. Levant les yeux, elle est hypnotisée par la beauté stupéfiante de la femme blonde, debout au milieu de la végétation luxuriante. Un silence poignant plane entre elles, tandis que l'enfant et la femme mystérieuse se fixent du regard. Molly la rattrape, avertissant elle de sa vitesse, tandis que la femme blonde continue d'observer depuis les ombres. Ail est déconcertée lorsqu'elle réalise que la femme a disparu, laissant Molly se demander où elle a bien pu aller. L'enfant remarque que la femme ne semblait pas dangereuse avant que Molly ne la raccompagne à la maison pour se préparer pour le dîner. Cachée derrière un arbre, la femme blonde pleure de joie, soulagée que sa précieuse fille soit enfin rentrée à la maison. La nuit tombe sur le château alors que Molly borde elle, lui souhaitant une nuit de sommeil paisible. Blottie sous les couvertures, elle décide d'enquêter sur les mystères de la malédiction du sang une fois qu'elle sera mieux reposée. Des rêves de château gelé
hante le sommeil d'Aël, la poussant à se demander si la femme du jardin est vraiment sa mère. Un cauchemar terrifiant montre le passé d'elle, forcée de boire une mystérieuse potion par une femme froide aux cheveux argent. La femme aux cheveux argent prétend que l'élixir apportera la paix, mais elle le reconnaît comme une dangereuse expérience. Le rêve révèle que la potion était une concoction magique ratée, son échec entraînant d'immenses souffrances pour la jeune enfant. La jeune elle crie d'agonie, tandis que la potion déchire son corps, suppliant sa mère d'arrêter la torture. Le rêve se transforme en un poème sacré sur une déesse blanche comme neige, tandis qu'une main douce se tend vers l'enfant endormi. Elle se réveille en sursaut, sentant une présence dans la pièce, tandis que les dernières lignes du poème résonnent dans son esprit. L'enfant est surprise de trouver la femme blonde du jardin, assise silencieusement au bord de son lit. La reconnaissance claire les yeux d'Aël alors qu'elle identifie la visiteuse comme la femme incroyablement belle qu'elle a vue plus tôt dans la journée. Un « Ah !» soudain chape la femme alors qu'elle tombe maladroitement du lit, laissant elle la fixer avec une perplexité totale. La femme blonde cache son visage dans un embarras total, tandis que la petite icône de Molly apparaît pour exprimer sa confusion. Molly entre dans la pièce, s'adressant à la femme comme la grande duchesse et lui demandant pourquoi elle se cache sur le sol. La lune brille de 1000 feux sur les tours silencieuses du domaine ducal, alors que les étranges événements de la nuit se poursuivent. Serrant son ourson, elle observe l'interaction maladroite entre sa femme de chambre et la femme des emparts sur le sol. Une autre femme de chambre, Lynette, se tient aux côtés de la grande duchesse, qui s'est repris avec une expression sévère et distante. Aël réalise avec stupeur que la grande duchesse est en fait sa mère biologique dans cette nouvelle vie. Se souvenant des paroles de son père, l'enfant reste sceptique quant à la vraie nature de sa mère, bien qu'on lui dise qu'elle est aimée. La femme de chambre Lunette, Tina, explique qu'elle a besoin de repos et demande tous de garder leur distance pour le moment. Aël se souvient avoir vu sa mère l'observer de loin plus tôt, sentant l'hésitation de la femme à l'approcher ouvertement. L'enfant se souvient de sa mère chantant une douce berceuse dans le passé, rendant la froideur actuelle de la femme encore plus déroutante. Dans le présent, la grande duchesse Jen fixe sa fille du regard, son regard intense rendant l'enfant nerveuse. Les yeux de la femme blonde pétillent d'un mélange de désir et de sévérité, tandis qu'elle continue d'observer la fillette silencieuse. Jen réalise qu'elle a oublié que sa fille ne peut pas encore parler, ce qui l'amène à une tentative maladroite de combler le fossé de communication. Aël tremble de peur, ses yeux verts carquillent d'effroi, alors qu'elle interprète mal la présence maladroite de sa mère comme une menace. Molly observe avec inquiétude tandis que la grande duchesse et l'enfant restent enfermés dans une confrontation tendue et silencieuse. Tina réprimande Molly pour son manque de prudence, tandis que Jen reste concentrée sur la réaction effrayée de sa fille. Elle craint d'avoir fait quelque chose de mal pour contrarier la femme qu'elle sait maintenant être sa mère. Terrifiée par la présence écrasante de la duchesse, elle trouve le concept d'avoir une mère profondément effrayant. Jen se penche vers le lit, suppliant elle de la regarder, inconsciente de l'effroi qu'elle lui inspire. L'enfant se cache sous les couvertures, se préparant à un coup et jurant d'endurer toute douleur à venir. Renonnant la rencontre, Jen se retourne pour partir, appelant Tina et reconnaissant qu'elle ne peut pas parler. Molly essaie de rassurer l'enfant que Jen ne veut aucun mal, mais le traumatisme passé d'Aël la pousse à refuser de le croire. Des visions obsédantes d'une mère monstrueuse remplissent l'esprit d'Aël, la laissant tremblante dans les bras de Molly pendant que la duchesse s'en va. Devant la chambre, Jen est dévastée. Interrogeant, la duchesse déplore son incapacité à réconforter sa fille, tandis qu'elle reste recroquevillée et frissonnante sous ses couvertures. Submergée par la détresse, Jen s'effondre dans le couloir, forçant Tina à se précipiter pour rattraper la femme évanouie. La grande duchesse se blâme entièrement pour la rencontre désastreuse, son visage enfoui dans sa main, pleine de regrets. Tina soutient Jen affaiblie, tandis qu'elle traverse le château, le calme de la duchesse complètement brisé. La femme de chambre conseille Jen de marcher lentement, notant qu'elle s'est probablement foulé la cheville lors de sa chute maladroite précédente.
S'occupant de sa maîtresse, Tina examine le pied de Jen, tandis que la duchesse est assise dans un état de sombre réflexion. Iverson fait irruption dans la pièce, le visage empli de panique après avoir appris que sa bien-aimée Jen avait été blessée. Molly informe Iverson que Jen a risqué de se blesser davantage juste pour apercevoir le visage de sa fille. Rouge et sur la défensive, la duchesse blonde insiste sur le fait que sa blessure n'est qu'une légère entorse et exige qu'ils arrêtent de la taquiner. Iverson et les servantes rient de la maladroite discrétion de Jen, notant son comportement prévisible en tant que mère. Jen reste trouble, suppliant son mari et les domestiques de cesser leur moquerie concernant sa situation. Tandis que l'enfant blonde observe discrètement, Jen exprime sa gêne en voyant même la sévère Tina se joindre au rire. Tentant de retrouver son calme, Jen tousse maladroitement tandis qu'Iverson reste assis silencieux. Molly réprimande la duchesse pour avoir ignoré les conseils médicaux et s'être promenée dans son état affaibli. Tina exhorte Jen à considérer le point de vue de l'enfant, avertissant que ses actions impulsives provoquent une anxiété généralisée. Molly reconnaît les secrets cachés, mais assure la duchesse que son amour profond pour elle est vidant pour tous. La jeune fille blonde fixe le vide, ses grands yeux verts reflétant une confusion silencieuse. S'adressant la duchesse par derrière, Molly admet partager la même profonde inquiétude pour le bien-être de la jeune dame. Jen écoute sombrement les avertissements selon lesquels sa franchise pourrait amener l'enfant à refermer son cœur. Les larmes coulent sur le visage de Jen alors qu'elle déclare désespérément son désir d'éviter de blesser davantage sa fille. Iverson déplore sa propre faiblesse physique, frustré qu'un légendaire pacte magique ne puisse plus tenir son enfant. Prise au piège par des chaînes métaphoriques de culpabilité, Jen cache son visage et confesse son dégoût d'elle-même concernant son état actuel. Iverson attire sa femme en pleurs dans une treinte réconfortante, lui donnant la permission de libérer sa peine refoulée. Molly présente une tasse de thé médicinal, suppliant la duchesse de prioriser son propre rétablissement. Sur le canapé, Jen accepte la boisson de Molly, tandis qu'Iverson lui tient la main sur l'épaule pour la soutenir. En sirotant le thé, la duchesse se résout à retrouver la santé afin de pouvoir s'occuper correctement d'Adèle. Molly observe sa maîtresse le cœur lourd, priant pour la force de la duchesse et la paix de la famille. Iverson rappelle Jen leur vœu commun de bâtir un foyer rempli d'amour pour leur fille. En lui prenant le visage, Iverson encourage Jen à recommencer s'ils font des erreurs dans leur parcours parental. Alors que Jen reste incertaine, Iverson admet ses propres erreurs passées et lui demande si elle répétera les siennes. Avec une expression résolue, la duchesse blonde jure fermement de ne plus jamais commettre la même erreur. Malgré sa détermination, Jen craint qu'Ariel ne l'accepte jamais vraiment comme mère. Souriant doucement, Iverson promet de combler le fossé et de réconforter leur fille au matin. Il exhorte Jen à laisser de côté ses soucis pour ce soir, promettant qu'ils affronteront l'avenir ensemble. Tandis que le couple s'embrasse, les servantes observent depuis l'ombre, leur silhouette reflétant le poids du moment. Molly et Tina adressent une prière au dieu de la forêt, espérant une résolution rapide aux souffrances de la famille. Le lendemain matin, Iverson entre dans la chambre d'elle avec un bouquet colore, la saluant d'un sourire chaleureux. Molly suggère que la froideur de la fille provient des événements de la nuit précédente, tandis qu'Iverson l'écoute attentivement. Portant les fleurs, Iverson s'approche de sa fille avec une attitude joyeuse, espérant lui remonter le moral. Le père et la fille se cachent sous des couvertures séparées, partageant un moment de silence gêné dans leur fort improvisé. Dessous ces couvertures, elle demande ce qui ne va pas, alors qu'ils sont assis l'un en face de l'autre. Iverson traite sa femme de folle sur un ton joueur, commençant à expliquer les sentiments compliqués de Jen, leur fille curieuse. Elle jette un coup d'œil de sous sa couverture rose, écoutant attentivement la révélation de son père concernant sa mère. Iverson explique que Jen se sent horrible quand elle est malade et se défoule souvent sur lui par embarras. Il révèle comment la visite secrète de Jen l'a laissée essoufflée et troublée, expliquant sa fuite soudaine de la pièce. Essayant d'être joueur, Iverson soulève sa couverture pour inviter Ai le rejoindre, demandant « Que dirais-tu de ça ?» L'enfant blonde rejette brusquement l'offre, affirmant que c'est trop touffant et lui disant de reculer. Elle s'enfuit, tandis qu'Iverson lui demande si elle est aussi fâchée contre lui ou si elle est simplement réconfortée. La jeune fille reste sceptique,
Son expression fige dans un regard de suspicion profonde. Hantée par des visions de son passé et des chaînes de désespoir, Aelle craint que sa naissance n'ait apporté que de la misère. Iverson partage l'histoire de Jane Simonstus, l'identifiant comme la fille d'un ancien grand-duc. Une vision dépeint Jane comme une guerrière puissante et blindée, réputée comme la plus forte manieuse de grande épée du continent. L'expression d'Iverson s'assombrit, alors qu'il confesse avoir été témoin des larmes quotidiennes de Jane durant les 3 dernières années. Elle coûte silencieusement, ses yeux verts s'adoucissant en apprenant la profondeur du chagrin de sa mère. Il explique que le chagrin de Jane vient de son incapacité à tenir elle, ce qui provoque une vague de culpabilité chez l'enfant. Tendant la main, Iverson clarifie que Jane blâme ses propres échecs perçus en tant que mère, et non la naissance d'Aelle. Il demande de la patience, notant que si Jane fait des efforts, la mère et la fille ont besoin de plus de temps pour guérir. Elle coûte avec une expression sombre alors qu'on lui demande d'essayer de ne pas harceler sa mère. Iverson embrasse tendrement le front d'elle, offrant l'enfant blonde réconfort et un sentiment de sécurité. L'homme blond explique qu'un malentendu ne ferait qu'isoler davantage sa mère et aggraver sa maladie. Iverson suggère de faire un cadeau pour la réconforter, et elle semble prête à accepter le plan. Dans un atelier en désordre, l'enfant blonde peine avec l'artisanat, tandis qu'Iverson réalise que la tâche était trop difficile. Vêtue d'une capuche rouge, elle baisse les yeux avec abattement et se traite de stupide pour avoir échoué au projet d'artisanat. Aelle craint d'avoir du son propre, tandis qu'Iverson contemple leur prochain mouvement dans la bibliothèque silencieuse. Iverson sourit chaleureusement sa fille, notant avec amusement que l'artisanat n'est clairement pas l'une de ses forces. L'homme blond tapote la tête d'elle, essayant de lui remonter le moral malgré la tentative de cadeau raté. Iverson rassure elle, lui affirmant que les sentiments derrière un cadeau sont bien plus importants que l'objet lui-même. Elle réfléchit aux compétences de sa vie passée, se demandant si son véritable talent ferait un cadeau approprié. L'enfant blonde tend une liste à son père, demandant que des matériaux spécifiques soient préparés pour son nouveau plan. Iverson regarde sa fille avec confiance, posant une main sur sa capuche rouge tandis qu'elle explique. Des cailles et divers ingrédients à base de plantes sont préparés dans un laboratoire alors que la famille commence le projet secret d'Aille. Tina informe le duc que les préparatifs sont terminés, suggérant d'engager un apothicaire professionnel pour assister l'enfant. Iverson insiste avec confiance qu'elle peut gréer la tâche elle-même, tandis que la jeune fille blonde marche vers le poste de travail. D'un regard fier et assuré, Iverson observe sa fille se préparer à dévoiler ses talents pharmaceutiques uniques. Une vision d'un groupe mystérieux, guéri par de puissants effets réparateurs, suggère l'expertise cachée d'elle de son passé. Iverson croise les bras et sourit, croyant pleinement en la capacité de la jeune femme à atteindre son objectif. Dans un bureau baigné de soleil, une jeune fille discute du mouvement des espions impériaux avec un soldat aux cheveux sombres. Le soldat rapporte que les espions sont éliminés, tandis qu'une carte montre que l'administration de l'Empire est en désarroi. Jane ordonne une surveillance continue et une coopération avec le clan Wolfgang, déterminée à protéger sa fille coûte que coûte. Molly entre dans la pièce avec un plateau, annonçant que le duc et la jeune femme ont envoyé un cadeau. Choc et joie envahissent Jane en apprenant que sa fille, Aelle, lui a personnellement envoyé un cadeau. Vêtue d'une élégante robe blanche, Jane a l'air royale, tandis que Molly exprime sa surprise face à ce geste inattendu. Une vision montre elle préparant habilement un grand chaudron de médecine, travaillant avec une intensité concentrée et une expertise surprenante. Jane fixe le pot vert avec incrédulité, choquée d'apprendre que la toute petite a préparé le médicament personnellement. Molly explique que la méthode de préparation de la jeune femme était incroyablement habile et différente de tout ce qu'elle avait jamais vu. Jane boit impulsivement le médicament et commence à tousser violemment, à la grande alarme de sa domestique inquiète. Molly se précipite à ses côtés, paniquée, mais Jane insiste sur le fait que le médicament lui-même est parfaitement sûr. Les larmes coulent sur le visage de Jane, tandis qu'elle goûte la concoction familière et puissante qu'Ariel a créée pour sa guérison. Le souvenir d'un guerrier aux cheveux blancs tenant une fiole similaire traverse l'esprit de Jane, reliant le passe-elle. Jane pleure, se demandant si sa fille possède en quelque sorte d'anciens souvenirs, bien qu'elle rejette rapidement cette pensée impossible. Submergée par un désir maternel,
Jane saisit Molly et exige désespérément de voir sa fille immédiatement. La scène se déplace vers une fenêtre paisible où Iverson et Isle lisent tranquillement des livres ensemble. Molly soutient une Jen fragile alors qu'elle marche dans le long couloir voûté en direction de la bibliothèque. Jen s'arrête net, la main sur la bouche, alors qu'elle aperçoit la silhouette de sa fille. Molly exhorte la prudence, rappelant sa maîtresse que le médecin avait déconseillé tout mouvement excessif dans son état affaibli. Jen résout de rester aux côtés d'Aël, jurant fermement de ne jamais répéter les erreurs parentales de son passé. Jen ordonne Molly d'appeler un médecin et de préparer une grande fête de bienvenue pour elle au manoir. Rayonnante et déterminée, la grande-duchesse blonde se prépare à embrasser pleinement son rôle de mère d'Aï. Avec une expression joyeuse, Jen lève ses jupes et se précipite vers sa famille, Molly la suivant de près. Iverson s'assied par terre avec elle, commentant quel point leur livre actuel est intéressant pendant leur moment de calme. L'homme blanc sourit sa fille, savourant un rare moment de paix domestique dans la bibliothèque ensoleillée. Molly entre dans la pièce et offre un salut poli au duc et la jeune femme. Al traverse soudainement la pièce en courant, enlaçant la jambe de Molly dans une étreinte chaleureuse et affectueuse. Molly rit et tapote la tête. La domestique aux cheveux noirs explique que voir le cadeau des deux l'a profondément mue. Elle jette un coup d'œil derrière la robe de Molly, tandis que la domestique raconte la réaction émotionnelle de Jen aux médicaments. Molly rayonne de joie en annonçant que la grande-duchesse a vraiment adoré le cadeau de sa fille. Jetant un coup d'œil prudent derrière la jupe de la servante, elle observe la conversation avec de grands yeux verts curieux. Iverson observe sa fille avec une expression tendre et fière, réconfortée par le petit pont bâti entre la mère et l'enfant. Molly explique que Jen souhaite se racheter pour son comportement passé et a pris une décision soudaine et importante. Molly invite le duc et elle une fête de bienvenue ce soir. Iverson suggère prudemment de reporter si Jen se surmène. Tandis que Molly insiste sur le fait que la fête est préparée avec amour, Isle baisse les yeux avec une expression compliquée et sombre. Remarquant l'hésitation de la jeune fille, Molly demande doucement si rencontrer sa mère est toujours trop difficile pour la demoiselle.